Bonjour ou rebonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Analyse cognitive de discours euh, dédiée à l'analyse de discours du sensoriel. Euh, c'est donc la deuxième vidéo de cette série. Dans la première vidéo, j'avais introduit le cours et le contexte, et puis on avait parlé des catégories cognitives comme éléments structurants de la cognition humaine. Dans cette deuxième vidéo, nous allons parler, toujours dans une introduction à la sémantique cognitive, de la sémantique des frames, et donc de la notion de frame. Donc cette vidéo a pour but de repréciser cette notion de linguistique cognitive fonctionnelle cognitive, pardon, euh, pour une autre vidéo, donc une autre explication. Vous pouvez trouver une vidéo dans la série sur ma chaîne YouTube, notion de linguistique fonctionnelle cognitive. Donc là, on va reprendre certains éléments, on va en approfondir d'autres avec d'autres exemples. Et on finira par une petite étude de cas pour vous montrer rapidement l'intérêt d'une telle analyse. Euh, Cette vidéo n'est pas sans lien avec la précédente puisque les frames, on va voir dans un instant plus précisément ce que c'est, mais les frames sont des catégories au sens de la psychologie cognitive puis au sens de la linguistique cognitive. Donc on ne peut pas bien saisir ce qu'est un frame si on n'a pas bien saisi ce qu'est une catégorie. Donc pour les étudiants et ceux qui découvrent cette série, je vous invite d'abord à regarder la vidéo sur les catégories ou d'abord à travailler la notion de catégorie à partir des articles ou des livres sur le sujet, puis ensuite de vous attaquer à la notion de frame. Ce sera beaucoup plus simple pour comprendre, puisque c'est une notion un petit peu complexe, en tout cas mal connue en linguistique française. Alors, avec une petite erreur dans le titre, puisque c'était un cours prévu en allemand, donc le titre est resté en allemand. Euh, Qu'est-ce qu'un frame? Comme je viens de le dire, c'est encore plutôt inconnu, mal connu, mal cerné. En France, il n'y a pas vraiment d'ouvrage de référence qu'on peut consulter, ni dans l'espace francophone d'ailleurs. Euh, c'est une notion qui a émergé dans les années 65-70 à Berkeley, aux États-Unis. Donc il y a toute une série d'articles qu'on peut consulter, de chapitres que l'on peut consulter plutôt facilement trouver en ligne. Euh, donc, avec une approche plutôt lexicale. Le deuxième mouvement qui était de rendre la notion de frame euh, plus discursive et en tout cas de donner à cette notion toute une puissance sémantique théorique vient plutôt de l'école germanique, de l'école de Düsseldorf en particulier, et c'est pour ça que dans le tour d'horizon visuel que je vous propose à l'écran, on a plutôt des livres écrits par des chercheurs allemands, euh, et on commence en fait tout à gauche hein, avec la thèse de Conrading qui est toujours d'inspiration lexicale, et puis et qui est en fait le premier vrai ouvrage théorique dans l'espace germanophone et en même temps dans l'espace, dans le monde en fait, hein, où pour la première fois on va théoriser, systématiser l'approche des frames et on va vraiment montrer sur un gros corpus avec des analyses conséquentes à quoi peuvent bien servir ces frames. Et ensuite, on a la thèse d'Alexander Thiem qui, là encore, va faire monter d'un cran la notion de frame en la rendant beaucoup plus cognitive, plus discursive, en travaillant les fondements théoriques, méthodologiques. Donc ça, cette thèse-là est vraiment excessivement importante. L'ouvrage de référence est celui de Dietrich Busse, intitulé Frame Semantic and Compendium, donc un résumé de la sémantique des frames, presque 1000 pages. Tous les articles, tous les chapitres, tous les livres sont passés au peigne fin. Pour ceux qui lisent l'allemand et qui s'intéressent à la notion de frame, c'est vraiment à conseiller et un puissant fond.
toujours de Dietrich Busse, avec ses collègues de Düsseldorf. Un des ouvrages les plus récents sur la thématique est dédié à l'analyse des discours du droit et à la structuration conceptuelle du droit dans l'espace germanophone. Donc là aussi, ça peut être intéressant, mais c'est plus dans l'application que dans la théorie concrète. Pareil pour cet ouvrage-là de Catherine Liederich sur l'analyse des discours de la gastronomie en analysant les adjectifs. Et ici, dans une perspective un petit peu différente, plus textuelle et plus théorique aussi, l'ouvrage de Auerbach Kutscher, qui a permis en fait de montrer, elle se sert des frames pour montrer la cohérence, pour analyser la cohérence des textes et des genres de textes. À venir également la version éditée de la thèse de Simon Varga, soutenue à l'Université de Bourgogne et à l'Université de Germersheim, l'Université de Mayence, soit fin 2020, soit début 2021, et qui lui aussi fait un gros tour d'horizon de la notion de frame, donc c'est aussi à lire pour bien saisir ce qui se cache derrière cette notion. Donc ici on va pas tout détailler, on va voir les points principaux. Et on va commencer par quelque chose qui nous intéresse directement dans ce cours plutôt axé sur les discours du sensoriel. Je vais vous proposer de réfléchir à partir du concept et du lexème vin. En préparant le cours, je me suis posé la question comment est-ce qu'on pouvait définir vin. Donc, par exemple, mais c'est très imparfait, mais ça va nous servir de base. Le vin est produit par un vigneron, il s'agit d'une boisson alcoolisée à base de jus de raisin. Il n'est produit qu'une fois par an. Les gens boivent généralement du vin avec la nourriture. Bon. Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. À partir de ça, on va essayer de voir comment les connaissances se structurent et comment elles sont déployées. Donc, pour faire simple, j'ai isolé les lexèmes significatifs déployés dans la définition. Donc, j'ai isolé vigneron, boisson alcoolisée, raisin, en nourriture. Et ces éléments-là, on peut réaliser des abstractions de ces éléments-là en catégories. Là encore, des catégories au sens de la psychologie cognitive, c'est-à-dire avec un prototype, un représentant idéal, et une structure radiale. Donc on va voir une personne, des indications de temps, de situation et des choses, des objets, qui se rapportent au vin, qui est lui-même une catégorie. Parce qu'on dit que le vin est produit par un vigneron, on pourrait très bien dire le vin est produit par une coopérative. Les gens boivent généralement du vin avec la nourriture ou lors d'une dégustation, une séance de dégustation. Donc on peut faire varier la définition, on peut faire varier la structure interne du vin, ou du concept vin projeté dans le texte. Donc on a une catégorie vin qui repose sur des concepts, chose, personne, temps, situation, plutôt stabilisés. Et avec ces éléments-là, on a une représentation mentale de ce qu'est l'objet vin. Donc cette catégorie vin, on va appeler ça un frame, un cadre de connaissance, comme on peut parfois le lire en français et parfois en allemand. Et à l'intérieur de ce frame, on va avoir des concepts structurants, des éléments du frame, en anglais frame element, qu'on va invoquer avec F-E, frame element. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toujours, et je dis bien toujours, un frame est déployé en arrière-plan lorsque l'on communique. Là, on communique avec du texte, on pourrait communiquer avec des signes, avec des dessins, peu importe. Il y a toujours un frame qui est activé, un frame principal,
ou plusieurs frames, hein, ça dépend dans quel axe théorique on se place, mais peu importe, il y a toujours au moins un frame qui est déployé et qui permet de donner du sens. Parce qu'il mobilise des catégories qui renferment le sens. On l'a bien vu dans la vidéo précédente, lorsqu'on a décrit le monde par les catégories. Donc là, les catégories sont exploitées, sont mobilisées par le frame, et les catégories, donc, on utilise l'itérativité des catégories, c'est-à-dire que des catégories reposent sur des catégories secondaires, qui elles-mêmes reposent sur des catégories secondaires pour les secondes, mais tertiaires pour les premières, et voilà, jusqu'à la connaissance minimale. Donc sans frame, on ne comprend pas le communicat, hein, ce qui sous-tend la communication, et sans les catégories, on n'a pas de frame. Donc si on dit cela, et qu'on sait qu'une catégorie est basée sur l'expérience, on peut dire qu'un frame est une catégorie basée sur l'expérience. Un frame a un cœur, cadre ou frame, hein, c'est pareil, à ce niveau-là. Donc un frame a un cœur, un concept, moi je vais appeler ça un cœur conceptuel, et le concept est spécifié avec ou par des frame elements. Autrement dit, on a un cœur conceptuel, des valeurs vides, on va avoir tendance à utiliser le terme anglais slot, et on va avoir pour chaque slot une valeur standard prototypique qui est relativement peu instanciée en tant que telle, puisque c'est idéal, c'est prototypique. On va donc parler de valeurs standards qui se rapprochent de la valeur prototypique, et parfois on va avoir des valeurs de remplissage, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas prototypiques, qui sont peu prototypiques, donc qui s'éloignent de la valeur standard. Exemple, pour le frame vente de vin en Bourgogne, on va avoir le cœur conceptuel vin, des slots du type vignoble, millésime, cépage. Cépage, même s'il est, si c'est un concept, un frame element du frame 20, il dispose, il est lui-même frame à un certain niveau, avec plusieurs slots, soit le type de cépage, soit est-ce que c'est une cuvée, donc un assemblage de cépages, ou est-ce que c'est monocépage. Et dans notre exemple, si on vend du vin de Bourgogne, on va avoir une valeur standard pour le vin rouge qui est pinot noir, et une valeur de remplissage qui serait gamay, si jamais on parle d'un vin produit en Sud-Bourgogne. Pourquoi? Parce que la Bourgogne est traditionnellement associée au pinot noir, alors que gamay ne l'est pas. Donc on va s'attendre à ce qu'un vin de Bourgogne soit produit à partir de pinot noir et non pas avec du gamay. Là où c'est excessivement intéressant dans une analyse sémantique, c'est que ces valeurs standards, lorsque l'on sait qu'un vin rouge de Bourgogne est normalement issu à partir de pinot noir, et que cette notion est partagée par les individus d'une communauté, puisque c'est la valeur standard et que c'est la valeur attendue, on n'est pas forcément obligé de l'instancier. Donc on peut dire, j'ai bu un Bourgogne, millésime 2015. On peut préciser peut-être, j'ai bu un Bourgogne rouge, millésime 2015. Bon. Et bien là, sans avoir à donner le cépage, on le connaîtra parce que prototypiquement, un Bourgogne rouge est produit à partir de pinot noir. S'il ne l'avait pas été, cela aurait été spécifié. Donc comme ça ne l'est pas, c'est du pinot noir. Hein, il y a ces idées-là d'argumentation, d'inférence, que travaille d'ailleurs très bien Simon Varga dans sa thèse. Mais là, pour nous, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On peut juste dire que on a un cadre avec un cœur, des slots qui définissent le cœur conceptuel. Chaque slot peut être rempli, actualisé par une valeur standard, ou des valeurs standards, ou par des valeurs de remplissage. Ce qui est donc intéressant, c'est de mesurer la saillance de la valeur standard, donc combien de fois la valeur standard est actualisée sur l'ensemble des actualisations,
et ensuite de mesurer les écarts entre valeurs standard et valeurs de remplissage, et d'expliquer pourquoi il y a ces écarts. Donc ça peut être intéressant d'un point de vue synchronique, pour comprendre l'état des connaissances à un moment donné, ou d'un point de vue diachronique, pour comprendre comment les connaissances se sont stabilisées, comment les concepts ont évolué. Donc voilà un schéma qui représente ce qui a été dit jusqu'à maintenant et qui met en évidence 1. La structure en réseau des frames, et 2. L'itérativité et la récurrence, ou récursivité d'ailleurs, du processus de structuration des frames. Où un frame element est un frame dans lequel, encore une fois, il y a d'autres frame elements qui sont des frames qui eux-mêmes sont structurés autour de frame elements. Et dans l'hypothèse qui sous-tend, dans l'hypothèse théorique, épistémologique, qui sous-tend l'analyse cognitive de discours telle que je la défends, plus on va à droite, plus on va dans la précision, plus on est dans la spécificité, plus on est dans la spécialité. Donc un discours devient discours de spécialité lorsque les frames actualisés sont spécialisés, c'est-à-dire qu'ils sont propres et spécifiques à une zone de connaissance minimale. Et on peut très bien parler de vin sans actualiser les cépages, sans actualiser le pinot noir et tout ce qui structure la notion de pinot noir. À ce moment-là, on sera sur du discours peu spécialisé. Ou alors on peut parler du pinot noir en tant qu'objet, décrire très finement ses caractéristiques, sa taille, sa couleur, ses arômes, etc. Et là, on sera sur du discours spécialisé. Donc là, on a eu une approche qui est, à mon sens, l'approche la plus simple pour entrer dans la théorie des frames, qui est une approche conceptuelle, telle que défendue par Barsalou et, d'une certaine manière, les psychologues cognitivistes. Cette approche conceptuelle est apparue dans un deuxième temps. Dans un premier temps, la notion de frame est d'abord une notion linguistique, une notion même de grammaire, qui émerge de la reconnaissance par les linguistes, en particulier Charles Fillmore, de l'idée que la description formelle du langage par des catégories grammaticales traditionnelles du type sujet, verbe, objet n'est pas satisfaisante. On n'arrive pas bien à comprendre le langage de cette manière-là, et surtout, on manque de finesse, et encore plus surtout, si je puis dire, on va être confronté à des exceptions qu'on n'arrive pas à traiter. Et donc, ça va être ces fameuses exceptions. Donc là, c'est quand même, pour un certain nombre de personnes, un problème, puisqu'on développe une théorie, on se rend compte qu'il y a des exceptions, que la théorie ne sert à rien face à ces exceptions-là, et on laisse ça comme cela. C'est quand même un peu étrange lorsqu'on est un scientifique. Donc Fillmore va avoir l'idée non plus d'observer la forme, mais d'observer le sens, le contenu d'une phrase, et va progressivement passer du côté sémantique de la grammaire en travaillant les cas sémantiques déployés par une proposition. Exemple, je mange une pomme. Je sujet, mange verbe, une pomme objet. Qu'on peut, donc là pas de problème avec les catégories grammaticales traditionnelles. Maintenant, si on passe du côté sémantique, c'est pas l'un ou l'autre, c'est toujours l'un et l'autre. On va voir un agent, donc un individu vivant capable de faire des choses par lui-même et d'avoir l'intention de les faire. Un prédicat, manger, donc une relation, un prédicat, donc une structure sémantique qui permet de coordonner deux arguments sémantiques, en général un verbe dans les langues indo-européennes, occidentales, traditionnelles telles qu'on les connaît, français, anglais, allemand, espagnol, etc. Et puis une pomme qui là va être un objet
au sens phénoménal du terme objet. Si on travaille avec objet, on peut ensuite distinguer ce qui relève de l'objet indirect fourchette et de l'objet indirect mer, qu'on actualise avec je mange avec une fourchette et je mange avec ma mère. Hein, c'est bien deux choses différentes là. On dit, on a d'un côté un objet concret et de l'autre côté une personne. Donc travailler juste avec la notion d'objet grammatical est trop réductionniste, nous fait perdre de l'information. Si on dit je mange avec objet phénoménal, je mange avec individu, là, c'est tout à fait différent. Puisqu'on perd moins d'informations et donc on peut mieux comprendre comment cela fonctionne et surtout on peut monter d'un cran, c'est-à-dire passer de la matérialité du texte à la cognition en passant par des concepts. Donc, avec cet exemple-là très simple, on voit bien l'intérêt de passer du côté sémantique de la phrase, ce qui va donner l'idée de la notion de prédication, une dérivée de prédicat, manger étant le prédicat, ici. On va avoir un prédicat, des arguments, par exemple, je mange une pomme et, je vais corriger tout de suite, action, manger, agent, objet. Action est actualisée par manger, agent par je, objet par pomme. Et là, on a certes des catégories réductionnistes, mais des catégories stabilisées, plus proches de la réalité que sujet, verbe, objet. Parce que le prédicat action est un type de prédicat. On a aussi procès, genre, propriété, état. Là, on est plutôt dans la partie déjà germanique de la théorie, mais peu importe. Alors que verbe est à la fois excessivement réductionniste, puisqu'on perd en granularité, et beaucoup trop spécifique, puisque on a l'idée qu'il ne peut y avoir qu'un verbe, alors que le prédicat n'est pas forcément un verbe. Prenons l'exemple route en construction, panneau de signalisation routière, route en construction. À ce moment-là, le prédicat est construction, en construction, et donc on n'a pas de verbe, on a un substantif qui fait office de prédicat. Là. Donc à partir de là, on va déjà pouvoir avoir une sorte de réseau de concepts avec un arbre syntaxique qui va se créer si on l'approche du point de vue de la balance, ou alors une relation prédicative. Maintenant, on va pouvoir complexifier et monter encore en degré de précision en parlant de cadre prédicatif. On va avoir notre prédicat manger. Autour de manger, qui est donc manger, et là, prédicat,